Bienvenue à tous. Je vous propose donc de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour d'être rendus disponibles pour ce temps d'échange sur organiser un événement sportif pérenne. Donc, je suis Victor Bertin, responsable transformation économique du CNOSF. Vous commencez à un peu à me connaître, mais l'idée, c'est d'animer un réseau et de faire remonter ces sujets-là en lien avec le modèle économique des fédés. L'organisation d'un événement sportif est remontée dans l'étude sur les modèles économiques qu'on a lancé il y a un an et demi. Était un sujet demandé, redemandé quand on a mis des questionnaires. Donc, très content de pouvoir l'adresser avec vous, avec les témoignages d'aujourd'hui. Ce que je disais, l'idée, c'est effectivement de s'attarder au modèle économique, de votre événement, éventuellement nous donner un peu quelques billes sur, j'allais dire sa solvabilité, son modèle économique, sans nous révéler de grands secrets et de se projeter sur comment vous anticipez dès à présent ou pas l'édition d'après. Et peut-être, en ouverture, en fonction de ce que vous pouvez ou, ce sera peut-être une question sur la durabilité de votre événement. C'est-à-dire, est-ce que tout ce qui est demandé aujourd'hui à un événement est dans l'air du temps, l'impact ou pas aujourd'hui ou l'impactera, demain? C'est aussi une des questions qui est un peu remontée sous-jacente. Je vous propose de commencer. Nous allons donc avoir un témoignage de la fédé de badminton, puis du squash et enfin du cyclisme, que je remercie d'intervenir aujourd'hui. Et Pascal pour le badminton, sachant que vous êtes en direct depuis l'événement à la Glace Arena de Rennes, mais vous allez me confirmer tout ça. Je vous laisse la main. Merci beaucoup. Oui, oui, absolument. Merci à tous. Effectivement, je vous parle en direct effectivement de l'événement. Donc c'est un événement donc annuel. Je vais vous le présenter rapidement. Je vais insister vraiment sur les points du système économique. Il n'y a pas de secret puisque évidemment nos, euh, nos comptes sont publics et donc il n'y a pas vraiment de secret à vous partager, tout ce que je vais euh, tout ce que je vais vous partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Pour le moment, non, mais peut-être que c'est moi qui peux partager à votre place. Attendez. Heu, je ne sais pas si je vous ai autorisé à partager. Ah oui. Peut-être équivoque. Sinon, vous avez ma présentation, hein, Victor, hein. Donc, Je vais faire comme ça. C'est moi. Je vais vous la ouais, partager. je vous rythmerai, mais on va aller assez vite sur mes nombreuses slides. J'avais beaucoup de choses à vous dire, mais je vais vraiment insister donc sur notre événement. Et à commencer par la question centrale de la présentation, est-ce qu'il est pérenne? J'en sais rien. Puisque notre événement, c'est un événement annuel et c'est un événement qui est aujourd'hui, et depuis que j'en ai la direction depuis 2014, un événement déficitaire. Voilà. Donc, alors, donc Est-ce que vous effectivement, me c'est voyez un bien? événement annuel. Très rapidement, le badminton, c'est un sport mondial. Le badminton, c'est un sport mondial, mais c'est aussi et surtout un sport asiatique avec des populations absolument énormes qui sont fans de badminton, qui jouent au badminton, qui connaissent le badminton. Et on joue surtout en Chine, en Indonésie, en Malaisie, au Japon, en Corée, en Inde et en Thaïlande. Ce sont des pays qui représentent un bassin de plus de 3 milliards d'habitants. Et donc, les fans de badminton sont très nombreux. En Indonésie, par exemple, de plus de 250 millions d'habitants, nous avons le badminton qui est placé deuxième sport juste derrière le football. Et les joueurs, ils sont très connus et très célèbres. Nous sommes d'ailleurs l'une des seules fédérations olympiques à avoir notre siège en dehors de l'Europe, en dehors de la Suisse d'ailleurs, puisque notre siège de la Badminton World Federation est situé à Kuala Lumpur, même si le président qui vient d'arriver est un Danois. En France, le badminton se porte bien. On vient de passer la barre des 200 000 licenciés, donc la saison dernière, euh, avec une caractéristique qui justement n'en est pas une. On est un sport mixte de tiers à un tiers. On est un sport non pas pratiqué par les jeunes, mais pratiqué par tout le monde en France. Un tiers de moins de 18 ans, de plus de 35 ans. Et c'est vrai que nous sommes malgré tout peu discriminants dans notre population, ce qui est à la fois un avantage, mais aussi un handicap en matière de marketing
de système économique. Les Yonex internationaux de France de badminton, donc Yonex, partenaire titre, c'est un événement annuel donc, qui se déroule tous les ans au mois d'octobre dans une des 2 tournées européennes de nos joueurs professionnels. Victor, on peut passer à les deux slides. Cet événement annuel, il fait partie. Je ne sais pas si vous l'avez passé le. Vous voulez que je revienne ici? Non, ici, pardon. Donc cet événement annuel, en fait, fait partie d'une pyramide d'événements mondiaux, avec, comme pour le tennis, des grands chelems, donc 4 grands chelems, un en Angleterre, un en Chine, un en Indonésie et un en Malaisie, donc 4 tournois majeurs, et nous situons au deuxième niveau, c'est-à-dire au niveau des Super 1000 en tennis. Et donc, nous sommes un tournoi qui s'appelle donc Super 750. Et ce niveau donc, nous confère un prize money, et on doit donc verser un prize money de 850 000 dollars aux joueurs. Et le budget de notre organisation, c'est un peu moins de 2 millions d'euros. Ces 2 millions d'euros, ils pèsent lourd dans le budget de la fédération, qui aujourd'hui est aux alentours de 11 millions. Donc vous voyez qu'en une semaine, je crame un budget important par rapport à celui de notre fédération. Ce tournoi, donc, il est cette année, comme l'année prochaine, qualificatif pour les Jeux Olympiques, mais ce n'est pas sa caractéristique principale. Sa caractéristique principale, c'est qu'il est donc déficitaire. Il coûte à la fédération entre 200 et 300 000 euros chaque année. Et nous arrivons malgré tout pas à l'équilibrer, faute certainement de partenariat. Nous considérons à la Fédération française de badminton que c'est un investissement en communication, c'est un investissement également en visibilité, c'est un investissement également pour assurer la place de la France dans le badminton mondial. Il faut savoir donc que l'Asie est très très prégnante et seuls 3 pays arrivent à peu près à s'en sortir en Europe, la France, le Danemark et l'Angleterre. Organiser un tournoi de ce niveau permet aussi à la France d'avoir une voix supplémentaire, d'ailleurs, à l'Assemblée générale de la BWF, de la Fédération internationale. Donc, on a une visée, bien sûr, de développement et de communication, puisque nos joueurs ont du mal à percer. Ils ne sont aujourd'hui pas assez connus, mais les résultats sont pas forcément toujours au rendez-vous. Mais nous avons aussi une vision de notoriété et de place de la France donc dans le concert européen. Quelques chiffres clés sur notre organisation, c'est un peu plus de 1000 accrédités, hein, donc les délégations pour moitié, mais aussi les prestataires, les bénévoles, les différents niveaux d'arbitrage, donc un millier à peu près d'accréditations, et une population aux alentours de 20 000 personnes qui passent sur l'épreuve sur la semaine. Nous avons à peu près 220 à 230 joueurs euh, qui font un tournoi sur 6 jours avec des finales le dimanche, hein, 5 finales, hommes, dames, double homme, double dame et double mixte. Évidemment, 10 demi-finales le samedi, 20 quarts de finale le vendredi, et ainsi de suite. Et donc, nous avons une parité totale, à la fois dans nos grilles de prix et évidemment dans le nombre de matchs et nos populations, donc joueurs. C'est extrêmement important pour nous et le badminton mondial. Aujourd'hui, le badminton tel qu'on le présente, c'est avant tout un spectacle. C'est un spectacle, c'est un sport très spectaculaire, avec un engagement total. Et même s'il est pratiqué notamment beaucoup à l'école, il est très différent, évidemment, à haut niveau. J'allais dire comme tous les sports, tous vos sports, bien sûr. Mais pour le mettre en scène, on investit aussi pas mal en mise en lumière. On a un programme de présentation sportive qui est un des meilleurs du monde, avec un mapping, avec des shows lumineux, avec évidemment un travail de scénarisation
relativement poussée pour du badminton. Je vais assez vite passer sur notre organisation. Évidemment, on a intérêt, puisque nos objectifs, c'est des objectifs de développement, avoir des stands d'animation, de la visibilité, un village partenaire. Bien sûr, le développement durable, on s'inscrit dans cette démarche à la fédération depuis pas mal de temps. On a un vrai sujet avec les volants. Vous savez qu'un volant de badminton, c'est 16 plumes d'oie, euh, d'oie naturelle, et le volant a une durée de vie de quelques secondes sur les cours, puisque chaque joueur peut demander son changement dès qu'il le trouve un petit peu abîmé ou fatigué. C'est l'occasion pour nous, outre la communication, d'accueillir de nombreux invités. Hein, c'est vraiment important Pardon. pour nous. Pardon? Non, c'est Ouais. c'est un peu- Et, euh, et évidemment, on essaye d'avoir le plus de communication possible avec des partenaires médias et avec une diffusion télé et une production télé. Alors là, c'est le cœur de notre organisation, puisque l'engagement télé est extrêmement important, très diffusé en Asie. Les droits appartiennent à la Fédération internationale, sauf les droits domestiques, c'est-à-dire les droits français. Et les droits français, ben, ils ont assez peu de valeur, pour vous dire zéro aujourd'hui, puisque je supplie les différents diffuseurs de me passer. Alors, Sport en France m'aide beaucoup, bien sûr, mais on n'a que très peu d'écho à l'équipe, par exemple, qui me tient le discours, j'allais dire, classique de tu me garantis des Français sur les cours, je te garantis des Français à l'image, c'est-à-dire je te diffuse. Et je suis presque obligé de leur dire que je garantis qu'il n'y aura pas de Français en finale. Donc, vous voyez le résultat aujourd'hui. Donc, on a une très grosse production et une très petite diffusion française. Mais notre production, donc, c'est 5 jours de télé, c'est 61 matchs, donc 61 heures de production sur 2 cours. C'est le deuxième budget après les primes des joueurs, 200 000 euros hein, de production chez AMP, qui, euh, qui nous servent donc et surtout à la diffusion étrangère, puisque nous sommes vus surtout par l'Indonésie, la Malaisie, la Chine, le Japon, etc., avec une diffusion totale à l'antenne. Et on a le détail, parce qu'il y a des très grosses études qui sont faites par la Fédération internationale. On a eu l'année dernière plus de 1546 heures d'antenne, live ou différée, puisque beaucoup de chaînes asiatiques nous diffusent et rediffusent et rediffusent et rediffusent. La valeur totale de cette diffusion est estimée à 70 millions de dollars et nous touchons potentiellement 150 millions de téléspectateurs. On a des études donc très très poussées sur cette partie avec la valeur par pays, le nombre évidemment d'images et in fine la valeur de chacun de nos panneaux. Hein. Et les panneaux aujourd'hui, c'est un véritable enjeu de visibilité sur les cours puisque ça représente plus de 40% de nos revenus. Et il faut savoir qu'un panneau, il vaut entre 0 et 90 000 dollars aujourd'hui. Je m'explique, un panneau qui n'est pas vendu, il y en a, j'en ai en stock, vaut 0 de fait. Mais cette année, j'ai vendu un panneau à un opérateur de betting chinois, qui est interdit en France d'ailleurs, en overlay, c'est-à-dire en panneau virtuel, pour 90 000 dollars. Et entre cette fourchette, il existe à peu près tous les prix, notamment pour Yonex, qui est notre partenaire titre. Ça peut être également Total Energy, qui investit beaucoup dans le badminton en Asie. Et donc, on a un système donc, de panoptique qui est très important. Les revenus, alors j'ai parlé des dépenses de la compétition. Le premier poste, hein, les 850 000 dollars. Le deuxième poste, la télévision. Ensuite viennent bien sûr les postes de restauration, d'hébergement, de transport, bien sûr, et d'aménagement de la salle, notamment l'éclairage. Et le poste des revenus, il est assez simple. La Fédération internationale nous donne entre 500 et 600 000 euros de revenus partagés des partenaires internationaux, donc surtout HSBC, et des revenus de la télévision mondiale,
qui sont donc partagés entre les plus grands tournois, évidemment avec une grosse partie, bien sûr, pour la Fédération internationale. Donc 500 à 600 000 euros de revenus marketing internationaux, à peu près 3 4, plus que 3 d'ailleurs, 400 000 de partenariats propres à l'épreuve, donc 1 million de partenariats. Et à ça, vous ajoutez les recettes billetterie qui sont aux alentours de 400 000 euros. Et le premier sponsor quand même de l'épreuve, ou le deuxième sponsor de l'épreuve, la Fédération française de badminton, qui comble effectivement entre, je vous dis, 200 et 300 000 euros. Voilà donc un système économique. Donc je ne sais pas, Victor, s'il est pérenne ou pas. Aujourd'hui, c'est un choix. Il est pour moi dangereux parce qu'évidemment, je suis à mon 4e président ici et bien sûr, la gouvernance peut estimer que ça ne sert pas à nos objectifs. D'autre part, nous, on pense évidemment que ça peut servir à nos joueurs, mais aujourd'hui, le home advantage n'est pas évident, il faut bien le dire, puisque nous sommes donc au deuxième tour et je n'ai que 3 matchs avec des Français aujourd'hui et peut-être 1 ou 0 demain. Et donc, c'est vraiment très, 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 très difficile. Pour finir, on, on a, avec les grands organisateurs de tournois, surtout donc les Anglais et les Danois, un club d'influence qui essaye d'influer sur les décisions en matière événementielle, bien sûr, de la Fédération internationale, puisque les joueurs qui jouent sont des stars en Asie, sont très, 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 très bien payés, et la Fédération internationale essaye de pousser chaque année pour avoir des dotations de plus en plus importantes. Dans 2 ans, elle sera de 950 000 dollars. Elle m'est imposée à ce prix-là. On a échappé de peu aux millions de dollars. Et c'est vrai que la Fédération internationale a une vision très asiatique, en fait, des épreuves. Et mon ami Étienne Taubois, qui est membre de la Fédération internationale de badminton, il est baptiste et olympien lui-même, me dit souvent, mais t'es complètement nul parce que tu es le seul tournoi du monde qui perd de l'argent. Et c'est vrai que en Asie, les tournois de badminton gagnent de l'argent. C'est pas le cas en France encore. Je l'ai mis au défi de me trouver quelques partenaires. Et je suis pas sûr qu'ils puissent y travailler en ce moment. Mais c'est vrai que on a une caractéristique européenne qui nous empêche, en tout cas, de gagner correctement de l'argent avec des coûts de personnel extrêmement élevés. Je vois en Malaisie ou en Indonésie, l'armée garde les stades et coûte pas grand-chose. Nous, on est avec des services de sécurité extrêmement importants. Nous travaillons également avec la DIGES sur l'influence du badminton dans le monde. On travaille donc avec les ambassades aussi, les ambassades de France en Indonésie, en Malaisie et un petit peu partout, puisque nous essayons de trouver des partenaires dans les entreprises françaises qui ont des intérêts de communication et de marketing en Asie, ou les entreprises asiatiques qui souhaiteraient investir en France sur le marché européen. Voilà, donc on a beaucoup, beaucoup de développement à faire et pour rendre notre modèle rentable, il faut augmenter bien sûr les recettes marketing, c'est la clé de notre survie, j'allais dire. Ben, merci beaucoup pour tout ça, Pascal. Je ne sais pas si ça génère déjà des questions dans la salle ou si je passe d'ores et déjà la parole à Eric et la fédé de squash. Pareil, je peux projeter pour vous, Eric, parce que j'imagine que ce sera plus simple. Je vais tenter de le faire. Je vais tenter Mais de le attends, il y a faire. une question de Pierre Julien en attendant que vous arriviez ou non. Voilà, on en profite. Pierre Julien, je t'en prie. Bonjour, j'ai une question pour Pascal sur ton sponsor qui est interdit en France. Là, du coup, comment tu fais? C'est rajouter en post-prod? Comment ça fonctionne? Oui, bien sûr, c'est une vraie question hein, ici. Hein. La Fédération internationale a des sponsors absolument merveilleux. Je ne parle pas de Total Energy ou de HSBC, mais ils ont une société de spiritueux chinoise. Ils ont aussi une société d'eau chinoise. Et on a failli nous livrer des palettes d'eau en bouteille, d'eau en plastique, hein, bien sûr, de Chine. Donc, vous voyez dans quel état on peut être ici quand
on promeut un petit peu de sobriété et de développement durable. Et donc, c'est un overlay, c'est-à-dire c'est un panneau qui, dans la salle, est un panneau de la Fédération internationale et que tout le monde reçoit comme ça en France, hein, que ce soit le signal français ou les spectateurs. Et le signal international, qui est donc un deuxième signal, rapporte une image sur cet emplacement et c'est généré que pour la caméra principale qui gère à peu près 80% de nos images. Voilà, donc c'est un système qui marche bien, qui a ses limites également, hein, puisque si on est en ralenti, ben on voit évidemment le panneau de la salle, c'est très clair, mais en France, ce panneau n'est pas visible. Et du coup, toi, tu es en capacité, c'est toi qui vends ça ou c'est la Fédération internationale qui vend ces espaces Alors là, qui, on du est coup, sont passé pas par, vus en France? ouais, là, on est passé par Infront à Singapour qui vend ça en Asie. Mais la technologie nous est, j'allais dire, soufflée par la Fédération internationale, puisque c'est eux qui ont pris la main dessus. D'accord, ok, merci. C'est la même chose sur le cours. On a dans la salle aucun partenaire. Il rapporte une image d'HSBC qui n'existe pas donc dans la salle. Super. Écoutez, peut-être s'il y a d'autres questions pour Pascal, on les garde pour un peu plus tard, je vous propose. Oui, je vais rester. Si tu restes, enfin après, Ouais. ou alors je donnerai ton mail à tout le monde, si jamais il y a d'autres questions, évidemment. Eric, du coup, même question. Oui, J'allais dire, vous dis-moi. êtes les petits nouveaux, Ouais, le petit dernier, un événement neuf comme ça. ouais, Comment vous vous êtes lancé? Pourquoi? Avec quelle assurance financière? Est-ce que ça peut être ouais, pérenne? Enfin, ouais, sacré défi, forcément. ouais, c'est un défi. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? L'écran partagé ou pas? Oui, on le voit. Oui, oui. On le voit Ouais, parfaitement. Ouais. parfait. Donc, est avec moi. Donc, moi, je suis Eric Nizar, je suis président de PSP Paris Squash Project. C'est une association à but non lucratif et PSP est entré en partenariat avec la Fédération française de squash pour créer cet événement. Donc, Philippe Bosson, qui est de la fédération, est avec nous et il m'aidera. Bonjour Eric, et bonjour tout le monde. Voilà. Donc, bah, moi, j'ai repris ta problématique ou ta question. Et quels sont les problèmes rencontrés pour se lancer, puis ensuite essayer de faire en sorte que cet événement nous survive. Voilà. Donc, j'ai repris cette question. Et puis, comme ça, rapidement, si vous voyez pas mon écran, vous me dites, hein, mais si vous le voyez, donc, je voudrais parler de la vision, comment est né ce projet rapidement, puis ensuite comment est-ce qu'on a fait, comment on a construit notre offre pour la rendre attractive. Évidemment, parler de la problématique financière, parler de la problématique organisationnelle, quelques imprévus à gérer, et puis comment on joue 2024. Grosso modo, voilà. Donc ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas eu d'internationaux de France de squash en France. Ça avait existé dans les années 80, puis ensuite ça s'est un peu éteint, même carrément éteint. Donc la réalité, c'est que nous, squasheurs, on était un peu frustrés de ça et on s'est dit, bah, il faut que notre discipline soit remise en lumière. Alors, il y avait le circuit international qui se développait. Contrairement à ce que j'ai pu entendre là, tout à l'heure, le circuit international se développe à travers la PSA, la Professional Squash Association, et pas la WSF, pas la World Squash Federation. Donc, ce circuit international se développait, mais il ne se développait pas en France. On voyait des magnifiques tournois en Égypte, devant les pyramides, à New York, la Grande Centrale, à Shanghai, etc., mais pas à Paris. Donc, on s'est dit qu'il fallait créer ça. Donc, on a créé une association, on s'est rapprochés les uns les autres. Dans cette association, il y a des gens comme Camille Serme, que les uns et les autres connaissent, sportifs de haut niveau. Et puis, on s'est lancé dans cette aventure en novembre 2021. Et on s'est lancé réellement en toute ignorance des difficultés qu'on allait rencontrer. Et on en a rencontré quelques-unes, mais bon, voilà. Et les premiers internationaux de France de squash ont eu lieu du 27 août au 2 septembre 2023, donc c'est tout frais. Cette photo, ça doit être une photo d'un des, allez, peut-être l'écart, en plein jour, l'écart de finale. Évidemment, notre objectif était de pérenniser cela. On a fait ça sous l'égide
Alors en fait, on s'est lancé parce qu'on a été confiant sur au minimum un peu de financement. Et qui nous a promis un peu de financement, ça a été les premiers à nous avoir promis du financement, ça a été la région Île-de-France qui nous ont permis de faire un financement plutôt confortable. La région Île-de-France nous a permis de rencontrer la Fédération française de squash. On s'est rencontrés, on s'est entendus et on a lancé le projet ensemble. Philippe, tu m'arrêtes si je dis les choses. Pas de souci. Voilà. Alors, grosso modo, le cocktail, c'est quoi? C'est simple. Ça tient sur trois piliers. Le premier des piliers, c'est qu'on voulait que notre événement se tienne sur un lieu iconique. On a choisi le Palais de Tokyo, qui lui, est au pied de la Tour Eiffel, et on a installé un cours vitré face à la Tour Eiffel au Palais de Tokyo à Paris. Ça a été un des premiers piliers, le premier pilier, mais c'est aussi un défi. Le deuxième pilier, c'est le fait que Squash soit un spectacle incroyable, et je pense que oui, c'est un sport tonique incroyable. La foule hurle quand il y a des points gagnants, c'est assez incroyable. Et pour l'avoir vécu aux Internationaux de France 2023, on peut dire réellement que les gens étaient enchantés par le spectacle que nous ont offert les joueurs. Et puis le troisième pilier, qui est aussi un pilier extrêmement important, c'est la visibilité, pour faire en sorte d'attirer les annonceurs. Et on va en parler dans le slide suivant, mais grosso modo, ça a été un combat de tous les jours pour faire en sorte d'être diffusé, non seulement sur Squash TV, qui est la télévision, qui est le diffuseur de la PSA, mais aussi sur d'autres canaux, et on a réussi à avoir l'équipe live ainsi que Sport en France qui nous ont permis de diffuser notre événement. Ce qu'on peut dire sur ce qui s'est passé cette année, on a eu 7000 spectateurs, un peu plus de 7000 spectateurs, ce qui est bien par rapport à ce qu'on a pu comparer à New York ou en Angleterre. C'est même très très bien, c'est très positif. On a eu 400 000 vues entre l'équipe live, Squash TV et Sport en France. Ça aussi, c'est assez performant. On a eu plus de 20 000 connexions sur notre site, et à peu près 4 millions de personnes ont été touchées sur les réseaux sociaux. On a eu une couverture médiatique qui était plutôt sympa, puisqu'on a été sur pas mal de plateaux, de chaînes. Ils sont venus nous voir, ils ont fait des reportages, et BFM et tout le sport, etc. Donc, on a eu une belle couverture médiatique, et ça, c'est plutôt confortable pour attirer des annonceurs. Voilà pour la réalité de notre couverture sur les internationaux 2023. Un peu de chiffres, mais donc grosso modo, le budget des internationaux de France 2023, c'est à peu près 1 150 000 d'euros. Là, je vous parle de revenus. Je peux vous parler des coûts, mais je vous parle de revenus. Dans les revenus, c'était 40% en soutien institutionnel. Donc, on a eu la région, on a eu la DIGES, on a eu la métropole du Grand Paris et d'autres. Voilà, ça c'est pour les soutiens institutionnels, et ça représente à peu près 40%. On a eu 40% de sponsoring et des sponsors privés, français mais aussi internationaux, et à peu près 20% de billetterie. Ça a été une surprise, la billetterie, on s'attendait à beaucoup moins. On a tourné aux alentours des 180 000 euros de billetterie sur cet événement. Alors, les financements publics n'ont pas vocation, ou en fait, ont eu vocation à offrir un coup de pouce, le coup de pouce de la première année, mais n'ont pas vocation à rester indéfiniment financeurs de notre événement. Il faut qu'on arrive à se débrouiller pour augmenter la part des annonceurs privés. C'est un vrai défi, ça, et c'est ce à quoi on s'attelle aujourd'hui, puisqu'on part grosso modo de 40%, à peu près 55% d'annonceurs privés. La billetterie va à peu près évoluer, parce qu'on espère, oui, quelque chose que je voudrais dire aussi avant,
c'est qu'on avait une jauge à peu près exacte en fait de 730 places. On était sold out, on était guichet fermé, quart de finale, demi-finale et finale. Donc, on va essayer d'augmenter la jauge pour la prochaine édition, ce qui fera augmenter évidemment la billetterie. Et puis, ce que je peux dire aussi à cette heure, c'est que le défi financier, il a déjà débuté parce que réellement, c'est la course à l'échalote. Il a débuté dès le 3 septembre, au lendemain des internationaux. Ça a été la course à l'échalote et c'est la course à l'échalote pour trouver des annonceurs et des sponsors. Ça, c'est la première des problématiques. Et la deuxième problématique, c'est une problématique organisationnelle. On est une association à but non lucratif, comme j'ai expliqué, donc on est bénévole. Et donc, ça veut dire qu'on a des problèmes de disponibilité, on a des problèmes d'engagement et on a aussi des problèmes de professionnalisme. On n'est pas des professionnels de l'événementiel. Donc, pour 2024, eh bien, on va faire en sorte d'avoir et d'attirer un peu plus de professionnels dans notre organisation pour faire en sorte que les erreurs qu'on a commises, et on en a commis quelques-unes, on ne les renouvelle pas pour 2024. Évidemment, les services de ces entreprises ne sont évidemment pas gratuits, donc ça va gréver notre budget. Je reviens aussi au budget lui-même, où je reparle un peu du budget. Le budget n'est pas à l'équilibre, mais il est presque à l'équilibre. C'est-à-dire que sur un budget à 1 150 000, on va faire à peu près 20 000 de pertes sur cet exercice qui, au regard de ce qui se passe ailleurs et de ce qui s'est passé ailleurs, et au regard du fait que c'est quand même la première édition, c'est plutôt performant. Voilà. Les imprévus, on en a eu quelques-uns. Notamment un gros sponsor qui nous a quittés pratiquement un mois avant l'événement. Il a fallu faire face et on a fait face. Ce que je veux dire là, pour l'audience, c'est que il faut aussi, comment dire, être capable de gérer les imprévus, et pour ça, il faut être transparent, transversal et avec tous les partenaires, parce que les partenaires sont la clé en cas d'imprévu, en cas de problème. Et puis pour 2024, je ne voulais pas aller trop vite. Maintenant, on a un vécu. C'est la première fois, donc on a un vécu. Et ce vécu nous aide à capitaliser. C'est vraiment important d'avoir ce vécu pour pouvoir vendre à nouveau l'édition 2024. Et ça, c'est quand même la cerise sur le gâteau. C'est une annonce d'il y a 15 jours maintenant. On devient discipline olympique. Et ça, c'est aussi une clé importante pour pouvoir vendre notre événement pour 2024. Un mot, je n'avais pas prévu ça, mais un mot pour notre engagement éco-responsable. On a signé la charte éco-responsabilité de la DIGES et on tente de s'y tenir. Ce n'est pas simple sur pas mal de sujets, mais je pense qu'on n'est pas des bons élèves, mais on n'est pas des mauvais élèves. Donc là, on doit faire un compte-rendu de ce qui s'est passé sur le plan de l'éco-responsabilité. On a coché un certain nombre de cases, mais il y a des cases qu'on n'a pas absolument cochées. Il va falloir qu'on travaille pour s'améliorer. J'ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop long et trop ennuyeux. Non, super. Avant peut-être d'autres questions, moi je voulais, du coup, Philippe, Ouais. le lien avec la Fédé, votre risque à vous, les gens que vous avez donnés à l'organisation, ou prêtés ou mobilisés sur l'événement, comment ça s'est joué? Peut-être avant que d'autres questions, n'hésitez pas aussi à les taper dans la conversation si vous voulez, Ouais, hein, bien sûr. évidemment. Mais du coup, je tenais à remercier Eric déjà pour sa présence et la présentation. Le modèle particulier, effectivement, là, qui est présenté, c'est que, au contraire de l'événement de badminton, c'est que là, effectivement, il y a un comité d'organisation qui a été créé il y a maintenant plus de 2 ans par Eric et ses amis. Il y a eu un rapprochement avec la fédération qui a été assez rapide puisqu'on se connaissait un petit peu. Et puis voilà, il y a eu vite une envie de faire quelque chose de bien et de beau. Et du coup, on s'est réunis sur ces objectifs-là. Mais je trouve que c'est la force du projet et c'est sur ce modèle-là qu'il a démarré.
c'est d'avoir quand même cette capacité de travail avec plein de bénévoles mobilisés, les réseaux en direct des personnes qui étaient dans ce comité d'organisation-là, et pas le frein, entre guillemets, que peut avoir peut-être la fédération, le temps de se mettre en route pour monter un projet, les contraintes un petit peu de temps, d'organisation qu'on pouvait rencontrer par le passé sur ce type d'événement. Donc je trouve que ce modèle-là, il est intéressant à mettre en avant, de ne pas avoir intégré tout de suite obligatoirement l'événement au sein de la Fédé, mais plutôt avoir une collaboration franche et transparente dès le départ, avec un soutien fort de la Fédé. Donc pour répondre à ta question, Victor, effectivement, dès le départ, nous, on met à disposition du personnel un petit peu voilà, pour les aider à structurer la démarche avec une personne qui fréquente les tournois depuis plus de 20 ans, voilà, de partout dans le monde, donc qui apporte cette connaissance technique et sportive au comité d'orga. Bien sûr, il y a un soutien financier aussi derrière pour aller démarcher la DIGES et les autres collectivités. Et puis, effectivement, après, soutien en termes de communication, de relais, etc. Bon, assez classique, quoi. Mais en tout cas, le modèle, je trouve qu'il est, voilà, il est intéressant à étudier. Le questionnement sur la pérennisation, c'est effectivement de savoir si ce modèle-là, il va rester ad vitam aeternam ou si à terme, il y aura peut-être une volonté d'intégrer cet événement à la fédération. Ça, c'est pas encore tranché. Je pense qu'on a encore le temps de réfléchir à ça. Mais en tout cas, voilà, c'est l'idée d'avoir vraiment un événement sportif pérenne. On avait fait par le passé plutôt avec d'anciens présidents de la fédération, plutôt un positionnement sur des championnats du monde et des championnats d'Europe, qui avaient aussi eu des bons échos, mais la difficulté, c'est que c'était au coup par coup, quoi. Donc c'était une année, après pendant 3 ans, il n'y avait plus rien. On revenait 4 ans après, donc c'est sûr que c'est plus difficile à pérenniser et à faire monter en puissance quand c'est un peu au coup par coup comme ça, et que du coup, là, c'est la Fédé en direct qui gère. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir capitaliser sur la première expérience, sur l'équipe qui s'est montée en place et de pouvoir avoir un temps, on va dire, important de retrouvailles et de partage de toute la famille du squash. Puisque nous, voilà, cet événement, il nous a aussi servi, positionné à la rentrée pour inviter tous les clubs de squash et les dirigeants à venir assister à ces internationaux, mais aussi à pouvoir échanger avec eux sur la saison qui arrive, sur les enjeux, voilà, sur les choses à mettre en place. Donc, je trouve que c'est effectivement un bon modèle, en tout cas, et on espère que ça va permettre de se prolonger pendant plusieurs années pour pouvoir développer un événement sportif pérenne sur d'autres fédérations au niveau français. Voilà ce que je pouvais compléter. On peut répondre aux questions, il n'y a pas de souci. J'allais dire, est-ce que tu me confirmes que l'événement a lieu en 2024 ou pas encore, du coup? C'est la vraie première question. Les 15 au 21 septembre. Je crois. Les dates sont fixées. D'accord. Bah, tu vois, déjà, ok, parfait. Et du coup, avant l'été, cette fois-ci? Non, 15 au 21 septembre. Après, en fait, on a fait attention à ne pas percuter l'événement avec les JO, les paras. Paralympiques. D'accord. Je ne sais pas si ça génère des questions de la part de ceux qui nous écoutent, si vous voulez les écrire, ou si vous levez la main comme Pierre-Julien, on a très bien fait la démonstration tout à l'heure. Ou sinon le temps, je vais passer la main à Marius, sinon, qui vient de sortir de son événement et qui a un modèle aussi un peu particulier, c'est ça, avec une agence. Oui, tout à fait. Alors, je te laisse la main. Merci Victor. Moi, je suis désolé, j'ai pas de présentation parce qu'on sort de l'événement et j'étais un peu pris de court. Mais ça rejoint, c'est un petit peu encore un autre modèle d'organisation d'événements et d'un événement là qui est cette fois grand public. Parce que le constat de la fédération, il y a un peu plus d'1 an de cyclisme, c'est de se dire qu'il y a moins de 10% des pratiquants qui sont licenciés, parce que la licence aujourd'hui, contrairement à d'autres sports où il faut la licence pour pratiquer, nous, beaucoup de gens font du vélo sans être licenciés. Donc l'idée, c'était de créer des contenus pour s'adresser à ces gens-là et commencer à les connaître déjà, à minima. Et donc le choix qui a été fait par la fédération de cyclisme, c'est de créer une société dans laquelle elle s'associe avec une entreprise qui a toutes les compétences événementielles comme utiles pour la réussite et la création d'événements grand public. La Fédé, c'est souvent comme ça que je présente les choses, c'est que la Fédé, c'est je vais pas dire le vieux, mais en tout cas
Celui qui est un petit peu plus lent, je crois que ça a été cité un peu auparavant, mais qui a tout le savoir-faire autour du sport, donc direction sportive, relations avec les collectivités, soucis de préfecture, parce qu'en vélo, on a beaucoup de sujets avec les préfectures, les autorisations, etc. Et en même temps, un attelage avec donc sa société Hopscotch, qui, elle, est capable de rendre l'événement sexy, de le marketer, d'aller chercher des partenaires, voilà, d'écrire l'histoire de l'événement autour de ça. Et donc, l'idée de la société a vraiment émergé en début d'année. On a réussi à convaincre une collectivité qui s'appelle Châtellerault et Grand Châtellerault de financer, enfin en tout cas de participer au financement d'un événement gravel. Donc, on les a convaincus sur le concept du gravel, qui est, pour ceux qui connaissent pas, un vélo, un type de vélo qui a le vent en poupe, parce que c'est une sorte enfin, c'est un vélo de route, si je caricature, avec des pneus crantés qui permet de rouler partout, de rouler vite sur la route, de pouvoir prendre des chemins. Et c'est vraiment le vélo qui fait la synthèse de toutes les pratiques et qui peut être autant utilisé en vélo taf que pour pour rouler vite ou pour rouler en famille le dimanche. Et donc le gravel qui est en pleine expansion partout dans le monde et avec un peu moins de maturité en France, on a proposé ça et on a eu le go fin juin. Donc on savait que le challenge était compliqué, donc on avait 4 mois pour organiser un événement. Et on a réussi, du coup, ce week-end, à livrer un événement avec plutôt du beau temps. Donc ça, c'est grâce à nous, évidemment. Non, je plaisante, bien sûr. Le temps, ça n'est pas nous, mais on a eu du beau temps, on avait de la chance. Mais surtout, avant l'événement, on avait plus de 1000 inscrits. On avait une vingtaine d'exposants à qui on a vendu des stands, donc notamment sur des exposants de cycles et d'accessoires cycles. Et on avait des animations en tout genre avec l'équipe de France de BMX freestyle, aussi du trial. Donc en fait, on a réussi avec une soirée le samedi soir, parce que le gravel, c'est pas que du vélo, c'est du vélo et de la fête. Donc en fait, on a réussi à joindre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le monde du sport tel qu'il est parfois répulsif pour le grand public et au sens de compétition, et en même temps un événement festif avec des parcours pour tous les âges et tous les niveaux, de 25 à 400 km. Donc, il y avait un parcours de 400 km de gravel qui faisait Paris-Châtellerault. Voilà, donc pour rebondir sur les deux autres présentations, je pense que c'est un troisième modèle qui marche très bien pour le côté grand public, parce que nous, notre enjeu, c'est des dossiers d'inscription, enfin, c'est de l'inscription, du partenariat, mais de l'inscription de pratiquants. Donc là, il y a une vraie expertise fédé autour de l'organisation d'une épreuve cycliste. Voilà, donc c'était le premier événement. On a annoncé il y a quelques jours qu'on reprenait également la Haute Route, qui est une cyclosportive par étapes très haut de gamme qui était détenue jusqu'ici par le groupe Ironman. Donc notre objectif, c'est de construire un calendrier le plus fourni possible tout au long de l'année qui s'adresse à différentes cibles de cyclistes qui, de fait, ne sont pas licenciés, puisque la licence ne s'adresse quasi exclusivement qu'à des compétiteurs. Voilà, donc je résume brièvement, mais en tout cas, le pari a été tenu, et si la PD l'avait fait seule, je ne sais pas si on aurait pu dépasser les 200 inscriptions, parce que c'est pas dans ses capacités, en tout cas, de pouvoir avoir tous les codes et la réactivité qu'a pu avoir Hopscotch sur le sujet. Et du coup, tu partages les risques et les gains, et tu en fais un véritable centre de développement pour la Fédé de cyclisme sur Exactement. l'événementiel à l'année avec. Oui, exactement. Donc, c'est la société France Vélo Événement dans laquelle le capital est partagé entre les deux entités. Et donc, tout le monde y trouve son compte, parce que Hopscotch, sur la partie commerciale, se rémunère quand même un peu. Mais sinon, tous les risques et les bénéfices seront ensuite pour les deux entités. Ça va permettre de financer le projet fédéral d'un côté, avec des épreuves qui s'adressent au grand public et qui vont retomber ensuite pour la Fédé. Et de l'autre, il y a une société privée qui y trouve son compte, parce que quand il y aura des bénéfices, elle pourra en jouir également. Et Marius, c'est quoi le statut de la société que vous avez montée du coup? C'est une SAS. SAS, ok. Avec tous les sujets juridiques que je ne maîtrise pas forcément, mais en gros, c'est visiblement tout à fait possible pour une fédération de faire ça. Ok. C'est pas oui, c'est une filiale conjointe, parce qu'on avait eu Voilà, le sujet des exactement. filiales. Et là, aujourd'hui, on parle de grand public. Après, si il y a une opportunité même d'organiser une course professionnelle, qui, de prime abord, on pourrait se dire c'est du sport compétitif, c'est que la Fédé. Mais ça, il y a aussi besoin de compétences autres. On ne s'interdit pas ce genre de choses, même si c'est pas le cœur
le cœur du sujet. Parfait. Je ne sais pas s'il y a Voilà. une autre question pour. Merci beaucoup, Marius. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou s'il y a besoin de précision sur ce Gravel Fever, mais sinon, Philippe avait une question pour Pascal. Je le vois par rapport au financement, aux différents financements publics des Yonex et si vous avez une idée, peut-être que vous l'avez déjà un peu abordé, comment expliquez-vous que les partenaires français ne s'engagent pas plus? J'imagine que les partenaires asiatiques s'engagent à fond, mais moins en France. Enfin, Alors, il y a deux choses. Les partenaires publics, effectivement, nous soutiennent assez peu. Je dis assez peu à Paris et Paris et l'Île-de-France, quand nous organisons à Coubertin, nous soutiennent, c'est réel et pas mal pour la région. Paris, c'est moins d'1% du budget, hein, donc vous voyez que ça passe pas lourd. Et, euh, et l'État ne nous soutient que au travers de l'ANS et de son soutien à l'audiovisuel, donc à la production d'audiovisuel, qui est importante chez nous, hein, donc c'est effectivement un soutien important, et qui permet, et c'est un objectif partagé, de mettre en lumière le badminton, hein, puisque un des volets de l'ANS audiovisuel, c'est de mettre en avant les sports peu, j'allais dire, peu médiatisés. Voilà, donc on n'a que ce soutien de la part de l'État aujourd'hui. Voilà. Euh, c'est un vrai sujet. Et du coup, ça me fait penser à une autre question. La délocalisation à Rennes, c'est en lien avec ça ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. La délocalisation à Rennes, factuellement, elle est due à la concomitance avec la Coupe du Monde de rugby, puisque vous savez que la finale va se dérouler, enfin la petite finale se déroule demain, la grande finale samedi, et la France était en plus pressentie pour faire partie de ces matchs. Et vous l'avez certainement tous vécu, les prix des hébergements parisiens en ce moment est extrêmement élevé. Coubertin étant proche, bien sûr, de Roland-Garros, là où se situe le village média de la Coupe du Monde de rugby, nos hôtels étaient 2 à 3 fois plus chers que d'habitude, ce qui, pour des délégations très importantes qui passent plus d'une semaine sur site, était difficilement supportable. Ça, c'est la raison factuelle. Mais nous avons choisi Rennes après un benchmark de 40 salles pour des raisons techniques. La salle nous convient bien. Pour des raisons de proximité, hein, Rennes-Paris, c'est 1 heure et demie hein, quand même en TGV. Avec un aéroport, beaucoup de nos joueurs sont passés par Amsterdam, mais arrivent par avion aussi. Et donc, avec un parc hôtelier qui se tient, évidemment, une concomitance de, de- de facteurs. Donc, c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui à la Glace Arena. Mais nous avons déplacé l'édition 2024 en mars pour aller sur un événement test sur les IFB, hein, toujours sur les internationaux de France, un événement test du 5 au 10 mars dans la nouvelle salle, l'Adidas Arena, qui sera qui sera l'Arena Porte de la Chapelle pendant les Jeux. Et on fait non pas un test event, mais un événement test, c'est-à-dire des internationaux de France, des Yonex internationaux de France à l'Adidas Arena qui font partie du HSBC World Tour, donc des partenaires qui ne sont pas les partenaires de Paris 2024. Donc, ce n'est pas un événement test, bien sûr. Mais on va tester tout un tas de dispositifs, l'airflow, évidemment le lighting et beaucoup de choses sur les placements des caméras notamment, dans une nouvelle salle qui sera la salle du badminton pendant les Jeux Olympiques et du para-badminton après. et l'idée pour Et, 2025 est et, potentiellement de peut, revenir à Coubertin ouais. ou de. Et alors peut-être que le modèle économique, voilà, on pourrait se revoir après mars, pourrait changer puisqu'on a l'attractivité d'une nouvelle salle, 6000 places en commercialisation au lieu de 3000, et, euh, et peut-être des partenaires qui sont en discussion actuellement. Et donc, paradoxalement, aller sur une nouvelle salle beaucoup plus chère et beaucoup plus grande pourrait être un exercice équilibré. Et une aide de l'État pour faire les tests olympiques, bien sûr. Okay. Et sur les partenaires privés, du coup, ouais.
Pourquoi vous n'arrivez pas à monter un peu plus? C'est quoi les retours? Ouais. C'est une inefficacité de la part de mes services. Non, en fait, c'est assez difficile aujourd'hui. Et c'est difficile aussi, alors le DTN n'est pas là, c'est assez difficile aussi parce que peu de résultats français aussi. Quand on doit médiatiser et mettre à l'antenne une finale Wang contre Wang, et ça c'est déjà vu en simple dame, c'est pas simple de trouver un partenaire français qui soit intéressé par ça. Et c'est vrai que le partenaire français idéal, c'est celui qui a besoin de visibilité en Chine, les chinoises. On est en discussion avec certains aujourd'hui. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour l'un de nos 3 intervenants ou si quelqu'un d'autre veut apporter un éclairage sur son événement à lui que j'aurais pas eu dans mon périmètre qui fait écho à ce que viennent de dire nos 3 intervenants. Sinon, je vois qu'il nous restait 5 minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques ou d'autres interpellations, je vous propose de nous arrêter là. Le replay sera disponible très bientôt pour tous. Je remercie évidemment nos 3 intervenants, voire 3 et demi, ou 3 un peu plus si je compte Philippe évidemment. Merci beaucoup. Pour l'instant, le dispositif d'accompagnement à la transformation économique n'a pas de nouveau temps d'échange prévu au calendrier, mais via le réseau, via les personnes qui vous ont transmis cette invitation, évidemment, vous aurez des nouvelles sur tout autre format ou proposition ou thématique. N'hésitez pas aussi vous-même, si vous avez parfois des choses un problème au sein d'une fédé ou quelque chose qui peut nécessiter qu'on monte un temps d'échange comme ça pour aller chercher des réponses auprès de ceux qui ont déjà fait ou déjà eu les problématiques. Vous avez mon contact et l'idée de ce réseau, c'est qu'il serve aussi à ça, bien sûr. Et puis, je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, à très bientôt, quelles que soient les thématiques. Merci beaucoup encore aux intervenants. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci à Au revoir. vous. Encore bravo. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.